Bonjour à tous. On va démarrer pour conférence. Les docteurs Roy et Gouleté qui sont absentes et on accueille avec plaisir le docteur Bichotto qui va se présenter tout à l'heure de l'Institut des femmes. Merci aux personnes qui se sont inscrites en vidéo et qui auront l'occasion de poser des questions aussi, puisqu'on pourra faire un retour sur les questions que vous aurez éventuellement au regard de ce topo. En plus, bien sûr, vous êtes dans le cours. En tous les cas, on vous remercie beaucoup parce que c'est un sujet qui, en tout cas, nous tient à cœur, sur lequel on a réfléchi, sur lequel on est de temps en temps, même très souvent, et voire environ une fois par semaine actuellement en difficulté, avec des questions qui se posent pour nous médecins, mais pas que, parce que souvent, c'est les soignants qui reçoivent ces choses-là et qui nous posent la question de la question fait maintenant. Donc, j'espère qu'on va avoir ces réponses. Merci à vous. Merci de m'accueillir. Je suis ravie de voir qu'il y a autant de monde qui s'intéresse à ce sujet. Il y en a de plus en plus et c'est chouette. Pour les soignants, mais pas que, bien sûr. Hein. Et les usagers aussi, de s'intéresser à cette question, c'est quand même important. On va essayer du coup de faire la présentation assez rapidement pour que vous ayez le temps de poser vos questions. En repartant. Je ne vais pas revenir sur ce que c'est l'ampleur des violences faites aux femmes, simplement parce que ça pourrait nous prendre du temps, beaucoup de temps. Hein, ils vont faire une journée de formation communicale, déjà on n'a pas le temps de tout dire, mais voilà, on va essayer de faire au mieux. Bon, là, c'était pour vous remettre un petit peu d'iconographie, pour vous dire que le conseil départemental, ils ont fait des très belles brochures, en fait, qui expliquent beaucoup, c'est surtout sur les violences conjugales, mais toutes les petites iconos en violet que vous verrez, elles sont dans ce vidéo. Vous pouvez récupérer celui qui ça vous intéresse. Ici, l'iceberg de la violence sexiste, hein, la face visible de l'iceberg avec tout ce qu'on connaît, les féminicides, les viols, les menaces, les insultes, les abus sexuels, les agressions physiques. Et puis, et puis sur la face immergée de l'iceberg, qui est tout ce qui va être beaucoup de la violence psychologique dont on a moins conscience en tout cas, mais ce qui va être des humiliations, de la dévalorisation, le mépris, la culpabilisation, et puis plus on descend, plus c'est ce qu'on voit au quotidien avec les méthodes sexistes, la langue sexiste, la dépression, le machisme volontaire. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'évidemment, ça concerne les femmes victimes de violence. Aussi pour les hommes victimes de violence, il y a aussi des hommes victimes de violence, plus moins, il y en a aussi. Et donc on en parlera tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est moi qui avance. Oui. Avec le clavier. Donc d'abord, l'idée, c'est de rappeler que les violences, elles ont des conséquences sur la santé. Et des conséquences importantes sur la santé, raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Et en tant que professionnel de soins, on va parler de ces violences-là, ce qui assoit notre place et notre rôle dans la prise en charge des violences confondues. Donc évidemment, parce que vous connaissez bien, c'est les violences physiques, et vous ne savez pas que les violences conjugales vont un jour avoir des violences physiques. Bien sûr, on va retrouver tout ce qui est conséquences psychologiques en termes de perte de confiance en soi, en termes d'estime de soi, tous les impacts du coup de l'agresseur tel que l'isolement. Et puis bien sûr, on va parler beaucoup de tout ce qui est psychotraumatisme. La prévalence de l'état de stress post-traumatique, c'est 61% chez les femmes victimes de violences. Évidemment, on retrouve aussi beaucoup de pathologies addictives, à peu près 40%. Tout ce qui est conséquences sur la santé mentale, et une femme sur deux, des femmes victimes de violences sexuelles ont fait une tentative de suicide un jour, c'est quand même énorme. Et puis, tout ce qui va être les pathologies chroniques, alors soit elles vont, du fait du stress chronique qu'elles engendrent, être à l'origine de pathologies chroniques de type diabète, asthme, toutes les pathologies chroniques que vous connaissez, hein, toutes les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, etc., parce qu'il y a des sécrétions de cortisol qui vont être importantes du coup dans le sang notamment. Ou alors elles vont déséquilibrer des pathologies chroniques préexistantes, du fait de la négativité du conjoint qui va empêcher du coup la femme d'aller consulter, ou parce que la femme en fait elle n'a pas le temps de s'occuper de ça, simplement parce que du fait des violences qu'elle vit, elle a d'autres sujets à s'occuper. Et elle ne va pas pouvoir s'occuper de son diabète, par exemple. Et voilà, ça va engendrer soit de l'aggravation des pathologies chroniques, soit des développements de pathologies chroniques. Bien sûr, de la fragilité sociale et professionnelle.
avec isolement, on en parlera tout à l'heure. Les impacts sur la santé gynécologique et sexuelle. Alors, une petite file pour vous donner les chiffres exacts, mais on a 1,9 fois plus de fautes chez les femmes victimes de violences. On a 60% de plus de ruptures prématurées de membrane, 48% pour le diabète gestationnel, 40% pour l'hypertension artérielle paralytique, 90% pour les métrorragies lors de la grossesse. Et bien sûr, ces femmes, elles sont plus à risque de mort fœtale in utero, d'accouchement prématuré, d'hypotrophie néonatale pour le bébé qui arrive. Je passe les échecs d'allaitement et ce genre de choses, les vomissements gravides, il y a plus de 60% en tout cas 60% de plus. Et tout ce qui va concerner la santé sexuelle et reproductive, on a 3 fois plus d'addictions, 2,5 fois plus d'IVG, d'infections sexuellement transmissibles, tout ce qui va être douleur pelvienne, dysménorrhée, vaginisme, irrégularité menstruelle. Donc ça, c'est un petit peu pour vous faire un petit peu le tableau des conséquences multiples et variées sur la santé. Alors nous, en tant que professionnels de santé, on est souvent les premiers interlocuteurs des femmes. Ça représente à peu près 3 à 4 patients sur 10 dans les salles d'attente de médecine générale. C'était le résultat d'une thèse qui avait été faite. Une femme victime de violence, il faut savoir qu'elle consulte 2 fois plus que les autres, soit pour elle, soit pour ses enfants. Et elle consulte alors en général pour des motifs qui peuvent être différents. Dans 23% des cas, c'est pour les violences directement. Elles viennent parce qu'elles ont besoin d'un certificat, d'un arrêt de travail, ce genre de choses. Mais dans 60% des cas, ça va être pour un motif gynécologique. Et dans 47% des cas, on va trouver des insensibilités digestifs, des problèmes pour la santé de leurs enfants. Et donc, dans 25% des cas, c'était la grosse étude en BEF de 2000, elle se confiait en premier à un médecin. C'est pas mal, 25% des cas. Donc, ça montre quelle est la place un petit peu des professionnels de santé. Et puis, dans 80% des cas, pour les femmes qui étaient victimes de violences conjugales, on leur a demandé si elles auraient attendu de leur médecin qu'on leur pose la question de si elles étaient victimes. Et dans 80% des cas, c'était une attente de leur part. Elles auraient aimé que leur médecin leur pose la question. Et elles font plus attention à la confiance et à l'empathie de leurs soignants que finalement à leur sexe. Et ça, on dit ça aussi pour les hommes, parce que parfois les hommes ne se sentent pas à l'aise avec ces questions-là. Et bien, elles disent que non, il n'y a aucun problème, c'est pas ce qui compte. Donc voilà, l'idée c'est que nous avons en gros les compétences en tant que soignants pour prendre en charge les femmes victimes de violence. On a peut-être oublié un petit Je suis désolée, voilà, là, je pense que c'était celle-là. Oui, voilà, c'est celle-là. Et en gros, c'était pour dire que en gynécologie obstétrique, elles arrivent par différentes portes d'entrée qui sont souvent du coup l'obstétrique et la maternité, soit pour notamment dans le contexte de grossesse ou d'IVG, soit par des passages aux urgences ou des consultations de type physiologique, contraception. Donc ça, c'est important à prendre en compte dans le dépistage, on va en parler après. Les compétences qu'on a pour prendre en charge les femmes victimes de violence, il faut regarder 4 choses, et ça, c'est 4 éléments clés du coup de l'approche. C'est d'abord le dépistage, donc dépister, ensuite repérer, après la prise en charge, on va en parler, et orienter, et savoir bien orienter. Donc c'est ces 4 piliers-là qu'on attend d'un professionnel. Alors, bon, il y a beaucoup de freins au dépistage. Hein. Les professionnels, ils disent je ne sais pas vers qui l'orienter, donc je me sens impuissant, je ne sais pas quoi répondre. Et si elle dit oui, qu'est-ce que je fais? Je ne me sens pas légitime à poser la question, j'ai peur de la réaction de la patiente, ou c'est des questions de l'ordre de l'intimité, je ne me sens pas à l'aise. Ce qui fait qu'au final, on a seulement 7,7% des professionnels qui effectuent un dépistage actif. Donc, j'espère que ce chiffre est augmenté depuis. Voilà, donc l'ouverture de la maison des femmes, on voit, elle peut permettre peut-être de faciliter le dépistage et le repérage et de peut-être lever certains freins. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Alors, maintenant, comment je fais? La première étape, c'est en effet de montrer un petit peu son attention au sujet des violences. C'est-à-dire que, voilà, on est là, on est à l'écoute, et si elle a envie d'en parler, lui montrer qu'elle est au bon endroit. Donc ça peut se faire par de l'affichage, par exemple, en salle d'attente, ou des prospectus qu'on va mettre à disposition. Là, je vous ai ramené, si jamais vous avez besoin, des violentomètres, des petits prospectus sur la maison des femmes, avec qu'est-ce qu'on fait dans la maison des femmes de façon un peu plus précise. Il y a juste des flyers, sinon. Et puis, il y a des affiches, des grandes affiches et des violentomètres. C'est une maison que vous pouvez mettre dans vos salles d'attente à disposition des femmes. Alors, repérage. Donc, qu'il faut repérer. Alors, c'est là
Et un petit peu base, vu qu'on a vu un peu tout à l'heure les différentes conséquences sur la santé qu'il peut y avoir, et bien évidemment, on va y penser quand on a des lésions traumatiques, des brûlures, des fractures, des hématomes, donc ça, à peu près, c'est à peu près évident. Mais il va falloir également y penser quand on a des plaintes générales, des douleurs, la douleur, des fatigues, du trouble du sommeil et de l'alimentation. Et puis malgré un peu les prises en charge qu'on va proposer, on n'a rien qui change, ça ne s'améliore pas et on a du mal à comprendre. Ça, c'est bizarre. Les manifestations psychologiques de l'angoisse, de la dépression, des éléments évidemment qu'on va retrouver des stress post-traumatiques, des comportements agressifs, la dépendance, la addiction, on en a parlé. Tous les troubles de la sphère urogénitale, des maladies chroniques, des grossesses non désirées, des fausses couches, complications des grossesses, comportements sexuels à risque, maladies sexuelles non transmissibles, les troubles de la sphère urogénitale, les maladies chroniques dont on a parlé, les plaintes multiples. Du coup, ça part un petit peu dans tous les sens. Il y a beaucoup de plaintes. On se dit, tiens, c'est même bizarre, on a du mal à trouver le sens de ce qui se passe. Des symptômes somatiques inexpliqués, un examen gynécologique difficile, évidemment. Symptomatologie qui persiste, et puis dans la gynécologie, disait la patiente parfois nous énerve, parce que c'est elle qui vient pas assez rendez-vous, c'est elle qui arrive en retard, et puis elle arrive en retard une fois, puis deux fois, puis trois fois. Puis des fois, ça nous énerve. Peut-être qu'il faut se reposer la question, tiens, est-ce que je vais dépister cette charge? Des situations particulières, un conjoint un peu trop présent, c'est lui qui a la l'hôpital, par exemple, ça peut être éveiller un petit peu en tout cas des soupçons. Voilà, des antécédents de maltraitance, de la précarité et de la surconsommation de soins, parce que ça a été démontré, les femmes victimes de violence, elles surconsomment du soin, que ce soit des consultations médicales, des médicaments ou des arrêts de travail. En gros, ça fait un peu tout le temps. Donc, qu'est-ce qui est recommandé en termes de dépistage? Alors, qui dépistait? Donc, la l'AHS en 2019 et même PROC, elle recommande un dépistage systématique. Donc, systématique, ça veut dire tout le monde, tout le temps. L'OMS, pendant la grossesse, recommande un dépistage ciblé. Et puis, quelles sont les pistes? Les violences conjugales, les violences sexuelles, le harcèlement, les antécédents de violence. Bon, moi, je pense qu'il faut globalement dépister assez large. On va reparler de la question qu'on pose. On va y revenir. Et puis, quand, à la prise de connaissance, quand on fait un dossier, c'est plutôt pas mal, lors d'une grossesse, puisque c'est recommandé par l'OMS, c'est bien, un premier examen gynécologique ou une consultation gynécologique. Quand on a le temps, parfois aussi, on se dit, tiens, on est un petit peu dans l'impasse, et puis ça fait plusieurs fois qu'on voit la personne, on se dit, tiens, peut-être qu'il faut que je repose un peu cette question. Quand ça se présente, quand on a une relation de confiance qui est établie, avec un cadre rassurant qui permet d'amener la rassurance. Et puis, de préférence, le recevoir seul. Alors, c'est parfois, on se dit, tiens, le conjoint est là, on laisse venir, puis on voit un petit peu ce qu'il joue, puis la fois d'après, on se dit, tiens, peut-être que la prochaine fois, je la prendrai toute seule, puis on verra un petit peu ce qu'il en est. Ça permet d'avoir une vision globale de ce qui se passe. Donc la question, on pose la question du coup des violences. Alors je crois qu'il faut, là vous avez tout un tas de questions que vous pouvez poser, mais il faut en général poser des questions assez larges au départ, si on veut faire des dépistages systématiques, comme par exemple parce que vous avez déjà été victime de violences au cours de votre vie, que ce soit des violences physiques, psychologiques, sexuelles, puis moi je détaille un petit peu, attouchement, viol, et puis ils continuent un petit peu quand on a harcèlement scolaire, parce qu'on a beaucoup de personnes qui sont victimes de harcèlement scolaire. Autre traumatisme, même accident, qui demande des violences dans les soins, est-ce que vous avez vécu des violences dans les soins? Voilà, c'est des choses qu'on peut aller un petit peu au plus large. L'idée, c'est de bien amener sa question, il faut se sentir à l'aise et pas se forcer à poser la question. Moi, je dis souvent, quand on fait les dépistages, on demande si les personnes elles sont bien vaccinées, je dis, on va faire les dépistages, est-ce que vous fumez, est-ce que vous buvez, est-ce que vous consommez de l'alcool, autre drogue, et puis je dis, on va faire aussi le dépistage des violences, parce qu'on sait que les violences, elles ont des conséquences sur la santé. Ah, ok, d'accord, bon, très bien. Et je pose la question, je vais doucement, du coup, et je vois un petit peu la réaction des femmes, un petit peu comment elles sont par rapport à ça. Puis des fois, elles disent non, non, pas du tout, non, ça va, oui, du harcèlement scolaire, oui, ça va mieux, non, pas de traumatisme, non, violence dans les soins, non, ou si j'ai eu un examen difficile. Et puis après, on a aussi celles pour qui ça va être plus difficile, et puis parfois, elles se mettent à pleurer, ça peut arriver, hein. Je ne pensais pas que vous alliez me poser cette question, puis elles se mettent à pleurer. Ok, et donc là, on est là pour accueillir ça. Alors, on peut très bien dire, hein, c'est pas la raison pour laquelle vous venez aujourd'hui, mais c'est parce que c'est important que ça ait des conséquences sur la santé qu'on vous pose cette question-là. Et si vous souhaitez, on peut en reparler ensemble. Et puis, je peux aussi vous donner des adresses. Et puis, voilà, parce qu'on sait que c'est important. Est-ce que vous souhaitez alors, en général, une fois qu'on a posé la question, on demande est-ce que vous pensez que ça a encore des conséquences dans votre vie? Et si la personne, elle dit oui, dans ce cas-là, on dit, si vous voulez, on peut en parler ensemble, ou je peux vous adresser à un professionnel
formés pour en parler. Donc la question de est-ce que vous pensez que ça a encore des conséquences dans votre vie, elle est importante parce que ça permet un peu de montrer finalement, je ne dépiste pas des violences pour dépister des violences, je dépiste des violences parce qu'aujourd'hui elles ont des conséquences dans votre vie et que c'est pour ça que ça peut être intéressant pour vous d'en faire quelque chose. On ne voit pas juste une porte pour leur dire ah bah tiens je suis content, j'ouvre la porte des violences, je les expose et puis après je ne les sécurise pas. Donc ce n'est pas l'objectif. Donc souvent, je leur demande est-ce qu'elles en ont déjà parlé à un professionnel. Si elles me disent oui, si elles me disent non, je dis ah oui, d'accord, à quel type de professionnel. Est-ce que vous pensez que c'est réglé pour vous? Ah bah oui, je pense que j'ai fait plein de questions. Bon, bah super, n'hésitez pas si vous avez besoin d'en parler, je suis là. Ou bah, je ne sais pas, peut-être, ok, bah, peut-être ça peut être intéressant qu'on en reparle. Et puis si elles disent bah oui, ça très bien, bon bah ok, je reprends à la fin de la consultation en disant bah voilà, si jamais vous souhaitez qu'on se revoie, on peut se revoir pour en parler. Ça leur laisse un petit peu le temps de réfléchir à tout ça. Et puis, ça ne m'empêche pas de ne pas oublier qu'en fait, elles ne sont pas venues pour ça à la base et qu'il faut aussi que je traite le motif de leur consultation. Parce que c'est pour ça qu'elles sont venues. Et évidemment, quand on va faire je vais revenir à l'écoute avant, mais quand on va faire du dépistage un peu plus ciblé, on va poser des questions un petit peu différentes, du type un peu comment ça se passe à la maison et comment ça se passe quand vous n'êtes pas d'accord avec monsieur, et même pour les rapports, comment ça se passe quand du coup, vous n'avez pas envie. Voilà, ça c'est des questions qu'on peut poser et souvent on a des réponses qui sont parfois surprenantes. Oh, bah, vous savez, hein, quand on n'a pas envie, on fait notre devoir. Ah, d'accord, je ne sais pas faire ça. Donc voilà, ça va amener un petit peu à discuter de ces différentes choses. Voilà, comment ça fait des questions sympas, comment ça fait un peu chaud, comment ça arrive aux disputes, ce genre de questions un petit peu plus ciblées quand on veut aller un petit peu plus loin. Voilà, donc l'idée c'est de s'aider d'outils au dépistage. Le violentomètre, c'est un outil qui est bien connu maintenant, qui peut être intéressant d'être affiché ou à disposition pour que les personnes puissent l'utiliser. Ça ne nous empêche pas de l'utiliser en consultation. Et leur montrer, c'est plutôt comment vous dans votre groupe, est-ce que c'est plutôt comme ça ou comme ça. Et donc elles vont montrer un petit peu, ah bah tiens, en effet, c'est le moment de penser, c'est quand même un petit, c'est peut-être pas normal ce que je vis. Donc ça leur permet un petit peu de remettre un cadre dans tout ça. Ça, c'est les petits iconos figuré du conseil départemental où il y a de la violence, je pense que vous avez déjà peut-être entendu ça. Ce qui est la phase, bien sûr, de tension. Donc, il y a la phase de lune de miel, même au départ de la relation, on appelle ça le love bombing, où la personne, l'auteur de violence, va valoriser la personne, lui acheter des choses, etc. Et donc ça, c'est super, et donc c'est un homme formidable. Et ensuite, évidemment, il va commencer à y avoir une petite phase de tension avec la peur, puis du coup, la phase d'agression avec la crise, c'est l'explosion de la violence. Et puis enfin, la phase de justification, bah oui, mais en même temps, si j'en suis arrivé là, c'est parce que tu m'as poussé à bout, c'est quand même un peu de ta faute, si tu m'avais pas dit ça, j'aurais pas fait ça. Et donc voilà, donc, il a culpabilisé du coup la victime, et puis mais t'inquiète pas, je ne recommencerai plus. Et donc le cycle va recommencer, et plus les violences s'aggravent, plus le cycle se répète. Parfois, on va avoir un cycle tous les 3 mois, et quand ça s'aggrave, on en a plusieurs par jour des cycles. Un petit peu pour le cycle des violences. Vous pouvez du coup vous aider arrêtons les violences.gouv.fr, qui est le site du gouvernement. Vous allez trouver plein d'outils qui sont super, des petites vidéos sur les mécanismes des violences, c'est quoi la violence conjugale, des vidéos pour les professionnels, il y a plein de choses aussi pour les femmes. Vous allez trouver des modèles de certificats et d'attestation pour les professionnels, les travailleurs sociaux également. Enfin, voilà, vous allez trouver plein d'outils sur ce site-là. Comment prendre en charge une remontée? Les 5 phrases. Alors, quand on vous confie en effet, bon, bah oui, je suis victime de violence, il y a peut-être 5 phrases à retenir qui sont d'abord, je vous crois. Les personnes, elles ont très très peur de ne pas être crues, c'est pour ça qu'elles ne parlent pas. Donc, le je vous crois, il est très important. Vous avez bien fait de m'en parler. Donc, on valide avec elle le fait qu'elle puisse se confier à vous aujourd'hui. Et vous n'y êtes pour rien, ce n'est pas de votre faute. Donc, on va en parler un petit peu après. Mais l'objectif, voilà, c'est ça, c'est de dire, en fait, elle n'y est pour rien parce qu'elle se culpabilise beaucoup de tout ce qu'elle a vécu. Elle a l'impression que tout ça, c'est sa faute. Oui, mais si je n'étais pas comme ça, de toute façon, il n'y a que lui qui sait ce qui est bien pour moi et c'est pas faute, tout ça. Non, en fait, vous n'y êtes pour rien et c'est pas de votre faute. Donc, ça, c'est une petite phrase simple. Il n'a pas le droit, c'est interdit par la loi, la proposition contre les violences, on fait un petit rappel dans le monde avec ça. Et nous pouvons vous aider. Donc voilà, ça c'est 5 phrases assez simples. Et donc nous, dans l'approche qu'on va avoir en consultation, on va toujours aller à l'encontre, nos stratégies vont aller à l'encontre des stratégies de l'agresseur.
Les stratégies de l'agresseur, c'est ce qui définit l'emprise. Hein. Quand on parle de l'emprise, c'est ça, c'est les stratégies de l'agresseur à l'œuvre. Donc, dans les stratégies de l'agresseur à l'œuvre, on va retrouver tout ce qui va être la surveillance et l'isolement des victimes. L'agresseur, il va isoler sa victime. Il va l'isoler de sa famille. De toute façon, sa famille, c'est tous les cons. Il y en a marre d'aller les voir. Et puis, cette amie-là, j'aime pas quand tu vas la voir. Et je préfère que tu restes à la maison. Donc, au fur et à mesure, il va t'isoler. Donc, nous, on va lui dire à l'inverse, en fait, vous n'êtes pas seul. D'accord? Donc, on va essayer de la sortir de l'isolement, de les mettre en relation avec d'autres personnes qui vont peut-être vécu les mêmes choses qu'elle, dans des associations, des choses comme ça. Ensuite, dans les stratégies de l'agresseur, on va retrouver beaucoup de dévalorisation. Bon, c'est nul, c'est pas bon. Voilà, il va traiter la victime comme son objet. D'accord? Donc, nous, on va aller à l'inverse, on va la valoriser, on va dire, franchement, vous pouvez faire beaucoup de trucs que vous avez fait, de nous dire tout ça aujourd'hui, bravo, c'est pas facile. Donc, on va essayer de la valoriser dans tout ce qu'elle va faire. Ensuite, lui, il va inverser la culpabilité. Hein. Si j'ai fait ça, c'est à cause de toi. Et donc, nous, on va se servir de la loi pour attribuer à l'auteur la pleine responsabilité de ses actes. Donc, on va toujours faire des rappels à la loi. Donc, c'est pas normal, c'est interdit par la loi, les violences sont interdites par la loi, ça s'appelle un viol. On prend le temps de poser les mots au bon moment. Ça, c'est une agression, etc. Lui, il va instaurer un climat de peur et d'insécurité. En permanence, donc il va casser des objets, il va conduire vite sur la route, ce genre de choses. Et donc, nous, on va se préoccuper de sa sécurité. On va lui demander est-ce qu'elle est en sécurité, comment ça se passe pour elle. Et puis, enfin, il va assurer son impunité et verrouiller le secret. Et donc, évidemment, pour les amis, c'est le copain parfait, il est super, Dieu, tout le monde, il est super. Et donc, voilà, évidemment, de lui dire je vous crois, c'est hyper important parce que elle dit souvent, mais en fait, si j'en parle, personne ne me croira. Voilà un petit peu du coup. Donc, quand on parle d'emprise, on parle bien de tout ça. Donc, c'est des outils, donc il faut faire des certificats absolument quand elle vient nous voir pour ça, même si c'est un petit certificat, même si c'est pas grand-chose, ça permet d'attester qu'elle est venue à ce moment-là, qu'elle nous a confié ça. Parce qu'en fait, un jour, quand elle m'avait porté plainte, elle va avoir besoin de toutes ces preuves et elle va revenir nous voir en disant, vous vous souvenez, le certificat que vous m'aviez fait, vous m'aviez proposé, et vous serez bien content de l'avoir rédigé avant. Donc, il faut faire des certificats, il ne faut pas avoir peur de les faire, et si elle ne le veut pas, vous le gardez dans le dossier, simplement, vous dites, écoutez, si elle veut, vous en avez besoin, mais le faire. Voilà, donc on a le chercher. Et ça, c'est très important. On n'a pas besoin de certificat sur un plateau de violence pour faire. Si vous avez des doutes, vous pouvez aussi nous demander, on peut conseiller, bien sûr. Il faut signaler quand il y a besoin de signaler. Alors, ça peut être un petit peu compliqué, c'est pas logique de ce topo, mais c'est important de signaler quand il y a du danger et de l'emprise. C'est ce que recommande la DENECOM, du coup, fait par le Conseil de l'ordre des médecins. On signale quand, alors de préférence avec l'accord des femmes, et on peut signaler sans l'accord des femmes si on justifie du danger et de l'emprise. L'emprise, c'est tout ce dont on a vu, et le danger, donc pareil, les armes à la maison, il a déjà tremblé, ce genre de choses. Vous avez trouvé tous les critères de danger et d'emprise sur les règles de rédaction vous avez validé comme violence conjugale, et vous allez trouver ce document-là, vous aurez toutes ces questions-là pour savoir un petit peu c'est quoi le danger, c'est quoi l'emprise, et savoir si ça réunit vos critères. Le guide ressources, donc c'est celui-là, le guide de l'île-et-Vilaine du conseil départemental, si j'en ai besoin, qui est très bien. Le site d'équipe violence qui est un site commandé par la HAS, où selon la région, vous allez retrouver du coup toutes les structures qui prennent en charge les victimes de violence, et les fiches mémo de la HAS, qui fait la recommandation. Vous avez mis en bas l'adresse mail du signalement au tribunal judiciaire si jamais vous avez besoin d'envoyer un signalement. Donc, pour les ressources, je vous ai mis différentes ressources et petites vidéos là, sur le site anatomieviolence.gouv.fr. Les références sur la psychoéducation, sur le psychotraumatisme, parce que ça, c'est hyper important en fait, quand on leur explique c'est quoi le psychotraumatisme et c'est quoi les symptômes. En fait, elles disent ah, mais en fait, je suis pas folle. Ben, non, pas du tout, vous n'êtes pas folle. Ça se passe bien à l'intérieur de ma tête, ce sont des mécanismes neurobiologiques. Et donc, voilà, vous n'êtes pas du tout folle, c'est comme ça que ça se passe. Donc, ça a beaucoup de sens. Vous pouvez lire un livre qui s'appelle Le trauma, comment s'en sortir. C'est vraiment il y a beaucoup de psychologues. Je peux le faire en anglais, c'est fait par deux psychiatres qui sont super spécialisés sur le psychotrauma. Il y a une petite vidéo sur le CN2R, des brochures de main et sur et des petites brochures voilà, sur les conséquences des violences sur la santé. Voilà, ça vous fait
Il y a une application qui s'appelle Memoji, qui est une application que les femmes peuvent utiliser quand elles veulent garder les preuves. En fait, le problème, c'est que quand des fois, elles ont des preuves et le conjoint, lui, il sait très bien, il sait récupérer le téléphone, il va tout effacer, ou alors il casse le téléphone, comme ça, il n'y a plus de problème. Donc, on leur dit soit, en fait, vous utilisez une application Memoji, comme ça, si vous changez le téléphone, vous pouvez récupérer cette info, vous notez tout ce qui se passe, vous gardez les photos, etc., les preuves, soit elles se créent une adresse mail que le conjoint ne connaît pas, où elles envoient tout ça. Au Romain, c'est sûr. Bon, alors, bien sûr, du coup, il y a la maison des femmes, mais il n'y a pas que la maison des femmes. Hein. Il y a d'autres. On va parler de la maison des femmes plus longuement. Il y a les lignes d'écoute qui sont des numéros verts, soit le numéro vert national 3919, c'est toute forme de violence, soit il y a des lignes spécialisées. Alors, il y a la ligne d'écoute départementale de la SPAD qui est dans la structure de la maison des femmes. Et il y a aussi Biofemmes Information, violence sexuelle dans l'enfance, c'est des numéros verts gratuits, elles sont formées, c'est sur tout le territoire. Le CIDFF sur les impôts sur leurs droits. Tout ce qui est aide au dépôt de plainte, ça va être plutôt les associations d'aide aux victimes de type SOS Victimes pour le Rennes et Chute du département et Agnès pour le nord du département. Et les avocats pour de défendre des victimes du barreau de Rennes. Retrouver tous les noms des avocats sur le site de l'ordre des avocats. Et le PNPM 35 pour les violences sexuelles. Je vous parle un tout petit peu de la maison des femmes pour aller vite. Et puis, c'est quoi une maison des femmes? Alors, nous, on est l'unité de soins là, de la structure de la maison des femmes Gisèle Halimi à Rennes, qui est située sur Paris-Hôpital Sud. Les maisons des femmes en France, c'est tout un groupement qui sont les maisons des femmes Ristar. Donc, ça, c'est les maisons des femmes santé qui sont liées aux hôpitaux, d'accord? Parce qu'on peut trouver des appellations maisons des femmes pour d'autres choses, mais nous, là, on va parler vraiment des maisons des femmes santé. Donc, nous, c'est notre unité. Pour le CHU, c'est cette partie-là. Du coup, il y a 3 unités en général dans les maisons des femmes. Un centre d'IVG de santé sexuelle, parce que vous avez compris, c'est une grosse porte d'entrée des femmes victimes de violences. Une unité dédiée pour l'accompagnement des femmes victimes de mutilation génitale, qui se développe à un moment à l'hôpital de Rennes, qui est dans la maison des femmes, consultation. Et l'unité dédiée aux femmes victimes de violences. L'unité de soins du coup du CHU et l'accueil de jour de la SPAD. La SPAD, ils ont un accueil de jour pour les femmes victimes de violences conjugales et intrafamiliales uniquement. Nous, dans l'unité de soins, on a proposé des parcours de soins, vous en parler, mais pour toutes les femmes victimes de toute forme de violence, quelle qu'elle soit, peu importe. Et à ça va s'ajouter l'offre transversale de la structure où on va retrouver des permanences juridiques, des groupes de parole et des ateliers thérapeutiques. Sur les permanences juridiques, elles sont faites soit par SOS Victimes, donc pour le droit pénal, puis aussi DFF pour le droit civil, et les avocats du barreau de Rennes. Et il y a la juriste du coup spécialisée en droit des femmes étrangères, Samira Garafi, qui fait partie de la SAP, qui fait aussi des permanences pour les femmes victimes de violences d'origine étrangère. Nous, au CHU, on va proposer, du coup, on a 2 types d'activités, soit les certificats médicaux pour le recueil de preuves sanglantes hors parcours de soins. Elles viennent, on fait un certificat médical. L'objectif, c'est justement qu'on puisse recueillir les preuves, même si elles ne déposent pas plainte, parce que parfois, elles ne sont pas prêtes à déposer plainte. Et ensuite, on va proposer un parcours de soins coordonné. En fait, l'objectif, c'est vraiment la guérison et la sortie des violences. Donc, en gros, elle aura une coordinatrice référente qui sera sa coordinatrice de parcours, qui sera soit une sage-femme, soit un médecin. Donc, ça va débuter par une évaluation médico-psychosociale avec des conséquences vraiment sur sa santé sous la forme d'une LGJ. Ensuite, on va proposer des consultations de suivi régulières avec sa coordinatrice de parcours, la mise en lien entre les acteurs du territoire quand il y a besoin. On va faire beaucoup de psychoéducation en fait, sur le psychotrauma, notamment dans les consultations de suivi. Et ensuite, on va faire des consultations médicales, que ce soit de médecine générale, psychiatre, santé sexuelle, gynécologie, sexo, infirmière addictologue, etc. Des entretiens, bien sûr, on a des psychologues, assistante sociale et conseillères en vie affective et sexuelle qui sont les conseillères complémentaires du planning familial 35 et on va rédiger le certificat. Voilà, ça fait pour un petit peu comment vous me contacter. Nous, vous pouvez nous contacter via Omnidoc. Donc, si vous avez des questions, n'importe quelle question, on peut vous répondre sur toutes vos questions, n'hésitez pas. Sinon, vous trouverez une fiche de liaison sur la page du CHU, de la Maison des Femmes, que vous pouvez remplir pour nous adresser quelqu'un, par exemple. Et puis, on a mis l'adresse mail de la coordination médicale si vous avez besoin. Voilà. Bravo. Merci beaucoup pour ce balayage du sujet façon globale que ça a créé des questions ou pas sur le.
Merci beaucoup. Moi, j'ai une question, parce que ça m'est arrivé. La temporalité, en fait, quand on reçoit l'information, spontanément, s'il y a des éléments de gravité, spontanément de dire qu'il faut faire maintenant. Et en fait, en effet, la personne n'est pas toujours prête à porter plainte. Elle va dire dans un premier temps oui, et puis quand on la revoit, ben oui, mais ça va mieux, enfin bon, voilà. Et du coup, comment vous gérez cette temporalité qui peut parfois les tomber, moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, malheureusement, mais je me suis rendu compte que ça a pris plusieurs mois, en fait. Voilà. La temporalité, en effet, elle peut dépendre de l'urgence. Donc, par exemple, une femme victime de violences sexuelles dans les 5 jours, là, pour le coup, on va être un petit peu plus proactif et on va passer un petit peu de temps avec elle, elle va la voir, nous, on va la voir, moi, je vais la voir, elle va la voir. Et dans la journée, on essaye quand même de l'inciter à déposer plainte. On ne la force pas, mais on va l'inciter parce qu'en fait, les preuves, elles sont là. Et c'est vrai que c'est pas facile pour elles parce que parfois, elles ne sont pas prêtes, encore plus quand elles sont victimes de soumission chimique ou alors là, elles disent, ah oui, qu'est-ce que je vais raconter? En fait, oui, mais justement, en fait, c'est pour ça qu'il faut y aller. Donc là, on va passer quand même du temps en général, et c'est vrai que ça nécessite un petit peu de temps de les convaincre d'aller déposer plainte. Voilà, ça c'est pour l'urgence vraiment, on va dire sanitaire et judiciaire. Et ensuite, par exemple, quand c'est, on va dire, moi, j'en ai par exemple des violences conjugales, avec, on est vraiment inquiet parce qu'il y a du danger, parce qu'on a des raisons de penser que peut-être ça pourrait finir en féminicide. Là, c'est vrai qu'on va être un petit peu plus proactif, bien sûr. On va lui proposer, parfois, on lui présente le signalement, en lui disant, bah, écoutez, vous êtes peut-être pas prête à déposer plainte, mais si vous voulez, nous, on peut le faire pour vous. Et parfois, ils disent, ah, bah oui, si c'est vous qui le faites, alors dans ce cas-là, je veux bien. Et donc, c'est comme ça qu'on va faire des signalements, par exemple. Donc ça, c'est une possibilité. Parfois, en fait, quand on sent qu'elle n'est pas particulièrement en danger, parce qu'elle est en sécurité, parce qu'elle n'est plus avec monsieur, parce que voilà, on va être beaucoup plus dans sa temporalité, on va l'accompagner en fait vers ça. Mais parfois, ça peut prendre du temps, mais parfois, ça peut prendre quelques semaines, et parfois, ça prend plusieurs mois, voire presque années, avant qu'elle arrive du coup à déposer plainte, mais elle s'aperçoit qu'à un moment, en effet, elle a besoin. On va l'adresser aussi au permanent juridique, ça va lui permettre d'avoir aussi différents sons de cloche et différentes approches pour lui expliquer les intérêts à déposer plainte. Donc voilà, on va préparer les choses. Pour un débat, ça avait pris du temps et elle n'arrivait pas à le faire et c'était vraiment dangereux. Donc, je m'avais dit, comme vous l'avez dit, moi, je vais le faire, le signalement, vous êtes d'accord, vous ne voulez pas y aller, mais je vais le faire. Et en fait, du coup, j'avais tout préparé. Et sur le moment pour l'envoyer sur le site dont vous parlez, par mail, en fait, je vais proposer d'être avec moi à la consultation. Et à la fin, elle m'a dit, ah ben, je suis contente de l'avoir fait. Et du coup, c'était pas elle, mais c'était quand même elle. Enfin, c'était ensemble. Voilà, et du coup, elles ne se sentent pas seules. Donc, ça, c'est bien. En fait, quelqu'un se préoccupe de sa sécurité, qu'elles ne se sentent pas seules, et du coup, elles se sentent aidées. Donc, c'est extrêmement valorisant. Et puis, on a des fois des femmes qui me disent, non, moi, je vais y arriver, je vais porter plainte, mais je vais le faire moi-même. Il faut juste un peu de temps. Juste pour compléter votre propos, quand vous dites on reçoit la maison d'État sur des urgences comme ça, vous pouvez les recevoir dans l'heure, dans 2 heures qui suivent, ou pas du tout. Ça dépend en fait pour quel motif elles arrivent. Si c'est par exemple des femmes victimes de violences conjugales, elles peuvent aller sur l'accueil du jour. Donc l'accueil du jour de l'ASPAS, il est ouvert le mardi, le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc là, elles peuvent venir sans rendez-vous. Et si l'accueil du jour est fermé, elles peuvent appeler la ligne d'écoute quand elles veulent. Donc là, elles peuvent avoir quelqu'un qui va les écouter voilà, non-stop. Et la nuit, c'est mieux que 39-19 parce que la ligne d'écoute départementale, c'est le meilleur de l'UNICEF qui répond. Donc il va plutôt réorienter. Mais voilà, elles peuvent avoir de l'écoute de toute façon tout le temps. Ça c'est sûr. Nous, après, professionnels soignants, s'il y a une urgence médicale, il faut faire un certificat rapidement. On a des créneaux d'urgence, donc on va les accueillir. Donc après, tout dépend de l'urgence. Parfois, ça nous arrive, hein, mais des grosses suicidaires, tu peux l'avoir. C'est la SPA qui va nous chercher. On va la recevoir pour voir un petit peu ce qu'il en est. Voilà, on va juger en fonction de l'urgence médicale. On est souvent confronté sur des dépendances physiques importantes à ce besoin du tiers de l'aidant maltraitant. Hein, et avec
où je pourrais aller, hein, puisque le vide a été fait totalement autour. Et nous, voilà, donc il nous arrive d'hospitaliser pour ça, et on vous utilise pas beaucoup, à tort. Est-ce que vous pouvez répondre à des situations de handicap important, de patients tétraplégiques, parce que c'est ça. Tout à fait. Donc, les femmes victimes de handicap, comme elles sont plus vulnérables, forcément, elles sont plus sujettes. Du coup, les victimes de violence, tout l'intérêt du dépistage, de faire sortir les dents une fois de temps en temps, même si c'est à l'occasion juste de l'examen médical, ben voilà, ça a son importance, vous avez compris. Et puis parfois, ben, en effet, qu'est-ce qu'on fait derrière? Ben, en effet, ça se prépare. Donc, on va l'accompagner par rapport à ça et pour la mettre en sécurité. Donc, ça peut être discuté. Alors, la mise en sécurité, c'est une des très simple, la mise en sécurité. Donc, ça peut être ça. Mais après, ça peut être en effet un accompagnement, on peut l'accompagner et puis voir au fur et à mesure comment on va faire pour la mettre en sécurité. Mais en effet, ça va se préparer. Ça va se préparer. On trouve toujours des solutions, entre guillemets. Donc, il y a des solutions qui existent. Alors, c'est pas justement miraculeux, mais on va mettre du monde autour d'elle déjà pour commencer. Et puis, on va chercher avec elle tranquillement quelle solution. Ça fait le pic. On sent aussi la peur d'aller dans une structure qu'on ne connaît pas quand on a un handicap. Ça, c'est aussi un frein. Et c'est pour ça que souvent, nous, on est un relais facile, parce que on connaît les personnes, ils savent qu'on va pouvoir le gérer. Et je pense qu'il y a ça dans les oser finalement déclarer. Oui, ça va être forcément l'inconnu fait peur. En fait, elles ont tellement toujours connu ça, et c'est pas évidemment de la vie, hein, que en fait, ça leur fait peur de vivre autre chose, ce qui est parfois aussi difficile, et c'est ce qui crée les allers-retours entre le foyer conjugal où elles vivent des violences et elles partent et elles retournent au foyer conjugal, simplement parce que elles sont dissociées en fait. Comme elles vivent de la violence tout le temps, des fois elles ont des états de dissociation quasi permanents. Quand on les sort du coup de la violence, tout à coup elles se réassocient. Et là, du coup, elles vont mal, elles vont très mal parce qu'il y a beaucoup de souffrance psychique et finalement, elles se disent qu'en fait, j'allais mieux quand je l'étais. Donc, ils retournent. Et donc, c'est ça qui est des fois pas facile. Du coup, pour accompagner, en fait, ces allers-retours-là. Des fois, ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend du temps de réassurance, ça dépend vraiment des professionnels, on a des gens qui vont les accompagner, donc d'où l'importance de les accompagner sur du plus long terme, je dirais. Une assistante sociale qui a une bonne formation sur les violences conjugales, dans ces cas-là, ça va être hyper utile. Et du coup, quand vous parlez du fait que si la personne ne peut pas porter plainte, mais que des professionnels de santé ou vous pouvez faire un signalement au niveau juridique, qu'est-ce que ça peut vous apporter comme solution, principalement au lieu d'une plainte? En fait, quand le procureur va recevoir notre signalement, il va essayer de regarder, ok, parce que du coup, je donne suite à ça, est-ce qu'on poursuit ou est-ce qu'on ne poursuit pas? S'il a assez d'éléments, il va poursuivre, et donc il va aller chercher monsieur. Alors, soit c'est de la flagrance, c'est-à-dire que ça s'est produit, en fait, à ce moment-là, il vient de la taper, il y a des bleus, elle arrive avec des vêtements déchirés, et du coup, on déclenche une enquête de flagrance, donc en général, ils vont chercher monsieur tout de suite, on l'entend tout de suite, donc des fois, ça peut aller vite. Soit c'est pas de la flagrance, c'est du plus long terme, mais des fois, ça prend du temps, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines pour qu'ils aillent entendre monsieur. Donc, il faut lui prévenir, ça ne va pas être tout de suite, ça va se passer. Ils vont entendre madame, ils vont entendre monsieur, et après, ils vont lui demander de se positionner à madame. Et donc, forcément, si madame, elle ne veut pas déposer plainte derrière, ça va être plus compliqué, en fait, pour eux, parce qu'en fait, ils vont avoir accès à moins de preuves. Si elle n'est pas d'accord pour se coopérer, ça va être compliqué. Donc, parfois, ils vont être obligés de relaxer parce qu'ils n'ont pas assez d'éléments, parce que madame ne veut pas soit donner d'éléments, soit ne veut pas déposer plainte. Donc, parfois, elle dépose pas plainte et eux, ils ont suffisamment d'éléments et vont dire, de toute façon, même si vous déposez pas plainte, nous, on s'autosévit. Et du coup, on va faire les démarches en ce sens. Soit, du coup, ils n'ont pas assez d'éléments et des fois, ça peut induire une relaxe et puis il va rien se passer derrière. C'est un petit peu embêtant. Et en même temps, ça fera déjà un premier contact avec les forces de police et des fois, ça rassure. Et du coup, si par contre, il y a refus de la personne victime de violence de maintenir même un signalement, mais comment on estime nous, à quel point on va contre le consentement, comment on estime cette gravité
si vraiment elle n'est pas d'accord pour le signalement, là, c'est vraiment, il faut justifier du danger et de l'emprise. Donc, quand je vous renvoie du coup au petit questionnaire du validamécum qui sont bien faits, mais en gros, s'il y a déjà eu des tentatives de strangulation, si monsieur a été fermé à la maison, si monsieur agit sous usage d'alcool, par exemple, s'il a été déjà violent physiquement, voilà, avec des choses plus graves, bah, voilà, ça, c'est des éléments de danger. Il faut le signaler en disant, bah, en fait, moi, je suis très inquiète pour vous. Et même si, en effet, là, vous n'avez pas envie de faire ce signalement, je suis suffisamment inquiète pour le faire. Et en plus, je dois le faire. Je suis obligée de le faire. Et j'ai assez d'éléments, du coup, pour me dire que vous êtes en danger là aujourd'hui. Donc, je vais devoir le faire, malheureusement. Ça, bon, voilà, ça fait des choses qui m'ont amené. Franchement, c'est à la marge. C'est à la marge, ce genre de situation. En général, on a toujours. Et c'est vrai que moi j'ai une question sur la vulnérabilité, parce que ça a été introduit récemment, cette histoire de vulnérabilité, est-ce qu'on signale, parce que chez nous, ils sont toutes, mais vulnérables finalement, puisque la plupart ont un handicap, et c'est effectivement de pouvoir où est la joie, quoi, la vulnérabilité, ok, et à quel moment on se dit, allez, là, tant pis, elle ne veut pas, moi je le fais. En effet, on est obligé de signaler du coup pour tout adulte majeur vulnérable, donc les femmes enceintes et les femmes en situation de handicap. Donc là, clairement, c'est un vrai sujet. Donc, je pense que quand il y a des éléments de danger, ceux dont on a parlé, c'est pareil, hein, il faut y aller parce que du coup, on est suffisamment inquiet qu'il se passe quelque chose. Si après, on n'a pas tous ces éléments de danger, mais qu'on a un peu un faisceau de type de violence, par exemple psychologique autour d'elle, sans qu'il y ait de la violence physique, mais qu'on n'est pas suffisamment inquiet, bah, ça nécessite du coup de mettre des choses en place autour d'elle, de la revoir seule, de voir comment on peut faire autrement, comment elle prend conscience des choses, comment elle conscientise ça, et comment est-ce qu'elle a envie de changer des choses pour elle, ou est-ce qu'elle dit justement, bah non, mais moi je ne peux pas faire autrement, comment vous voulez que je fasse? Ben là, à un moment donné, peut-être que ça peut aboutir à un signalement, parce que il n'y a pas d'autre moyen de faire autrement, il va falloir faire un rappel à la loi à monsieur, et peut-être que ça va être très bien aussi. Donc, en tout cas, voilà, je pense que ce genre de signalement, il faut les faire en concertation pluridisciplinaire pour en discuter ensemble. C'est ça, généralement, vous pouvez poser la question, de dire, bon, voilà, Justement, c'était mon propos de se dire que je donne des professions, on n'est jamais seul, il faut échanger, tracer ce que nous avons dit au moment du petit pour pouvoir les faits, pas défendre les propos, et en même temps, échanger en équipe, faire un staff, faire une synthèse pour que cette décision elle puisse être prise de manière collégiale, qu'on puisse avoir des questionnements, est-ce qu'on va bien questionner, est-ce qu'on s'est posé est-ce qu'elle a fait dans son parcours de soins, et qu'elle va être plus en confiance, cette personne, pour voir ce qu'on peut l'aborder, et vraiment associer l'équipe au moins, démarrer le médecin référent en population dans la famille dès que possible. C'est exactement l'idée. Nous, on fait ça aussi, hein, ensemble. Parce qu'on avait pu prendre en charge les femmes victimes de violence, que c'est pas utile pour nous d'en parler ensemble, de se dire en équipe, bon, alors on va faire ça, ou tu as pensé à ça. Ben, tiens, moi, j'avais pas pensé qu'on pourrait solliciter telle structure ou tel partenaire, ça peut être intéressant pour ce genre de réflexion collégiale, collective, elle est très, très importante. Et pas rester seule avec cette information. Je lui dirai demain, ça n'en pas rester seul avec ça. Rester seul, je m'appelle pour ceux qui sont en judiciaire, mais pas rester seul avec ça, qui peut être fait, bien sûr, un système de paix, il ne faut pas garder ça avec soi, il faut parler à nos collègues, on a tous des réunions, des moments importants, mais en discuter. Et parfois, ça peut vous arriver que vous craignez que le signalement augmente la violence du partenaire, je ne sais pas si vous bien choisi, mais enfin, de la personne qui vit avec la personne battue. Comment est-ce que vous gérez cette situation, cette crainte? Alors, en effet, parfois, ça peut se poser comme question. Alors, c'est souvent une crainte des femmes avant tout. Nous aussi, parfois, du coup, on sait que c'est des moments qui sont un peu fermés, qui peuvent, du coup, être révélés d'autres violences. Comme la grossesse, en fait, c'est tous les moments de perte de contrôle où l'auteur perd le contrôle, ou du coup, il y a un risque d'aggravation de la violence. Donc, en général, quand on fait un signalement, on se pose la question de la sécurité. Donc, est-ce qu'elle est en sécurité, oui ou non?
Et si par exemple on se dit, bon, bah là, elle n'est pas en sécurité, le 115, il n'y a pas de place, par contre, dans 2 jours, elles sont en sécurité, on va attendre qu'elles soient en sécurité avant d'envoyer le signalement. Donc, sauf s'il y a une flagrance, que là, du coup, on est dans les 24 heures, on aura quand même envie d'aller vite, mais on va se préoccuper quand même de sa sécurité. Et parfois, elles nous disent, non, mais de toute façon, les policiers, il n'a pas peur des policiers, hein. Il va les attendre avec un fusil, et ça, c'est des choses qui arrivent, hein. Donc, on sait que ne pas avoir peur des policiers ou être insensible aux forces de l'ordre, c'est des facteurs de danger et de gravité. Mais nous, on se dit, OK, il est vraiment très dangereux, on dit qu'il ne faut pas cette chose bien, mais ça, on va le dire aussi aux policiers. Mais on va complètement se préoccuper de sa sécurité et de la mettre en sécurité avant que ça se passe. Une petite question, mais je me passe. Est-ce qu'il y a des âges à risque, des âges à non-risque? Donc, vulnérables, donc mineurs, donc dans les âges à risque, et âge élevé, forcément. Une personne âgée, voilà, une personne âgée elle est plus vulnérable que les autres parce qu'elle est dépendante, parce que du coup elle ne peut pas faire autrement, donc forcément elle est plus à risque. Ça, c'est clair. Et après, ça touche tout le monde, les milieux. Dans le niveau de risque, moi, je vraiment ça m'est très utile. Sur le site du gouvernement, là, il y a des questions à poser pour évaluer justement à la fois l'emprise et le danger. C'est ça. Là, c'est vrai que vous avez évoqué les arts martiaux, mais je me souviens, la première fois, je n'avais pas posé cette question. Mais quand j'ai évoqué après, je me suis dit, ah ben oui, ça, c'est une vraie question, etc., etc. Et en fait, c'est hyper bien documenté. Oui, regardez déjà, ça permet dans sa tête de clarifier un peu les trucs. Donc, c'est bien de télécharger en fait le document, même de la télécom, vous téléchargez, vous l'avez sur votre ordinateur, vous savez où il est, si un jour vous avez besoin, hop, vous le prenez et vous lisez un peu les questions. Et ça vous donne une idée, puis on se souvient en général. Quand vous parlez d'emprise psychologique, est-ce que pour écouter un petit peu c'est plus compliqué en fait quand c'est pas des violences physiques ou ce genre de choses. Qu'est-ce que vous récoltez comme information pour avoir des personnes? C'est toutes les stratégies dont on a parlé tout à l'heure, les stratégies à l'œuvre de l'agresseur, c'est ça l'emprise et les violences psychologiques. Donc, on est la dévalorisation. Donc, alors nous, on garde tous les verbatims hein, tout le temps. Donc, quand il dit, bah, il me dit que je suis nulle ou il me dit que, voilà, toutes les insultes, on les note. Donc, on note. Donc, on va mettre dans notre certificat de violence verbale, clac, entre guillemets, ce qu'elle dit, dévalorisation, voilà, ce que je fais, c'est j'allais bien, hop, on va le mettre entre guillemets. Donc, la dévalorisation, tout ce qui est instauration du climat de peur, donc les intimidations, ce genre de choses, tout ce qui va être du coup de l'isolement, du contrôle, ben voilà, en fait, je ne peux pas sortir comme je veux, ils m'enferment, hein, ils séquestrent, ou alors ils contrôlent toutes mes parties, je ne peux pas faire ce que je veux, c'est lui qui a mes papiers d'identité, c'est lui qui a l'argent, donc toutes les violences économiques, et puis tout ce qui est l'immersion de la culpabilité, tout est de ma faute, voilà, tout ça, c'est toutes les stratégies à l'œuvre de l'agresseur, et puis cette façon de garantir son impunité, se faire des alliés, etc. Donc ça, c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête, c'est ça. Ça, c'est mon chose. Est-ce que vous avez des liens privilégiés avec des foyers d'hébergement pour faire victime de violence? Est-ce que vous avez des places un peu préférentielles si jamais vous en avez des femmes? Alors, c'est l'ASFAT, du coup, qui est dans la structure de la maison des femmes, qui gère, du coup, les mises en sécurité. Donc, en fait, quand on appelle même une femme qui appelle le 3919, si on est en journée, elle va être rebasculée sur la ligne d'écoute départementale, ça va arriver dans la maison des femmes. Et donc, l'ASFAT répond, et c'est eux qui valident les mises en sécurité. Donc, si la femme est victime de violences conjugales ou de violences intrafamiliales actuelles, s'ils valident la mise en sécurité, du coup, ils vont appeler le 115, ils se mettent en relation avec le 115, et parce que c'est le 115 qui gère toutes les places d'hébergement du coup sur le territoire, et disent, ben voilà, nous on valide du coup telle mise en sécurité. Et donc, il y a des places définies pour les femmes victimes de violences conjugales, et du coup, on va déclencher l'ouverture de la place si on a une. Si on n'a pas, du coup, là, la SPAD peut demander à la Fédération nationale de santé et à la solidarité des femmes, donc la FNSF, qui a ils peuvent donner des nuits d'hôtel, en fait, en attendant qu'il y ait une place. Donc, c'est des mécènes privés qui donnent des sous pour mettre les femmes à l'hôtel en attendant que, du coup, elles soient hébergées par le 115. Et pour déclencher ça, il faut que la mise en sécurité elle soit validée, du coup, par la SPAD et par le 115. Sinon, ça ne peut pas déclencher les nuits d'hôtel.
Et du coup, quand vous accueillez les femmes, est-ce qu'il y a aussi un lieu pour les enfants, que ce soit accompagné de leurs enfants? Donc, dans l'accueil de jour, je n'ai pas une photo, mais dans l'accueil de jour de la salle dans la maison des femmes, l'accueil de jour, c'est comme un grand salon, c'est-à-dire qu'il y a une cuisine où elles peuvent venir cuisiner, parce que parfois elles sont hébergées à l'hôtel, mais elles ne peuvent pas cuisiner, donc elles vont venir cuisiner. Il y a une grande table, il y a un petit canapé, il y a un ordinateur si elles en ont besoin, il y a une bibliothèque, il y a tout un petit espace pour les enfants, avec des jeux pour les enfants. Et donc elles peuvent venir sur l'accueil de jour, donc quand c'est ouvert, là, les 3 jours dans la semaine, avec leurs enfants. Donc elles viennent, et puis les enfants peuvent jouer, donc il y a des éducateurs spécialisés à la salle, donc qui ont l'habitude d'observer un petit peu les enfants et qui vont discuter, voir un petit peu comment l'enfant il agit, etc. Et, voilà. Et parfois, quand ils sont inquiets, ils disent ouais, on a un petit portail, on se mettre en relation avec l'UMS, du coup, sur le territoire, pour dire bon, bah, là, peut-être que ce serait bien que vous avez tel enfant, pour voir s'il faut qu'on passe son éduquer ou pas. Oui, formation. Avec un milliard. Pas une milliard. Pour les enfants qui sont les plus victimes de violences conjugales et puis les témoins aux yeux de la loi. On peut parler de conséquences très frappante dans les faits. C'est un peu spécifique, ça, c'est un peu sur justement cette notion de co-victime et du coup, toutes les recommandations sur la prise en charge de ces co-victimes. Tout à fait. Une question. S'il y avait des questions, allez-y. Alors, c'est un effet merci. Voilà, c'est sur le PHP, mais Oui, c'est le CHU, les ont des pas. Voilà. Il y a des valeurs qui vont être intéressantes. Donc, là, c'est ce qu'on est là. Merci beaucoup. Merci.